Die Damen und Herren, Mesdames et messieurs, au nom de notre commune qui accueille nos invités du ministère des Travaux publics et de la mobilité, nous vous souhaitons la bienvenue, directeur également des Ponts et Chaussées, Roland Fox, et Christophe Reuter des Travaux publics. Le ministre vous prie de bien vouloir l'excuser, mais aujourd'hui c'est une journée très difficile pour toutes les personnes qui ont une compréhension normale de la démocratie. C'est vraiment une journée noire. Vous savez ce qui se passe dans le monde à 2000 kilomètres d'ici, 2000 kilomètres à peine. Vous savez ce qui est en train de se passer en Ukraine en ce moment. Nous sommes confrontés à nos problèmes, mais quand on regarde l'ensemble de tout ce qui se passe dans le monde à seulement 2 kilomètres d'ici, je crois que cela nous attriste tous. Je souhaite la bienvenue à nos invités du ministère des Travaux publics et le directeur général des Ponts et Chaussées, Roland Fox, qui vont nous expliquer tout au long de la soirée ce qui s'est fait ces derniers mois, depuis le mois de juillet. En effet, au mois de juillet 21, M. Fox et Monsieur le ministre étaient venus nous expliquer les différentes variantes du contournement d'Alzingen, contournement autour de la commune d'Esperange. Ils nous avaient montré les différents variants, les possibles tracés. Les personnes qui sont présentes ce soir connaissent la problématique de la mobilité, connaissent les environs, et cette mobilité est confrontée à de nouveaux défis. Récemment, il y a de nouvelles zones de lotissement. Je pense au banc de Gasperich, à la Cloche d'Or, à la zone d'activité Ovalt, qui elle aussi se transformera au cours des années à venir. Et puis la zone d'activité Vajagvan à Canterne, qui va continuer à se développer au cours des prochains mois et années. Et c'est un trafic que nous ressentons ici dans le sud d'Esperange, qui passe par la nationale 3 à travers la rue de Bettembourg ou la rue de Gasperich jusqu'à la zone d'activité Ovalt Cactus, à- à- en traversant le CR 226 sacrifié. C'est un peu un entonnoir, route de Thionville, et puis il y a une distribution qui se fait. Nous savons quel est le trafic qui circule chaque jour à travers notre commune. Cela a une incidence sur l'entonnoir, mais également sur les autres chemins repris, les CR et d'autres routes de village, ce que nous avons pu observer ces derniers mois, ces dernières années. Pour notre commune, il est important de poser de nouveaux accents dans le domaine de la mobilité. L'un des volets de la mobilité, c'est la mobilité motorisée, c'est les transports publics, mais également la mobilité douce qu'il faudra développer à l'avenir. Georges Beck, notre échevin chargé de la mobilité, a contribué à mettre en place 12 kilomètres de pistes cyclables avec toute une série d'autres partenaires, et nous devrons consentir des efforts supplémentaires, ce que nous ferons, bien sûr, vu que la mobilité classique avec la voiture, via les transports publics, pour ce qui est du réseau routier, mais également pour la mobilité douce, il faut des pistes cyclables plus sécurisées. Nous planchons sur ce dossier. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident que de mener à bien tous les projets, mais nous continuons à nous mobiliser. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, nous allons parler du centre d'Esperange et des communes voisines pour voir quelles solutions pour qu'il y ait moins de trafic à travers nos localités.
Et en raison de la construction de des alternatives pourraient être proposées. Un problème que nous rencontrons dans notre commune, ce sont les polluants, le dioxyde d'azote notamment, et le contournement permet de réduire ce taux de dioxyde d'azote. Et donc, nous sommes heureux de voir qu'après de longues années de travail, cette procédure publique puisse être activée. Et je sais que l'enquête publique sera lancée à partir de demain. Donc là, j'anticipe un petit peu sur ce que vont dire nos invités, mais ils vont maintenant entrer dans le détail. Et puis, si vous avez des questions, vous pourrez les poser également au cours de cette soirée. Merci beaucoup. Messieurs, c'est à vous. Merci. Merci, monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs membres du collège échevinal. Au nom du ministre François Bauch, je vous passe le bonjour. Je tousse un petit peu, c'est parce que j'ai eu le Covid récemment. Je ne l'ai pas maintenant. Nous, voilà, nous aurions aimé que cette journée soit différente, mais ce n'était pas une raison non plus que d'annuler cette journée. C'est justement tout le contraire que nous sommes en train de mettre en place par rapport à ce qui se fait il y a 2000 kilomètres. Nous essayons de résoudre un problème de manière civilisée, même si les avis divergent, comme nous allons peut-être le voir ce soir. Et M. Fox et moi sommes là pour expliquer, surtout M. Fox qui va nous parler de la procédure. Il est important pour que vous, citoyens, compreniez comment vous pourrez exprimer votre avis au cours de cette procédure. Moi-même, je vais présenter les diapos que M. Bauch aurait voulu vous présenter lui-même, 7, et puis il y en aura encore quelques-unes, 17, qui seront présentées par M. Fox. Ce que M. le ministre aurait voulu vous expliquer encore une fois, d'ailleurs il a été présent avec M. Fox il y a quelques mois, il aurait voulu dire que nous n'allons pas simplement résoudre un problème qui est aigu à l'heure actuelle, mais que nous tournons le regard vers l'avenir. Nous n'allons pas construire quelque chose qui sera confronté à des limites il y a quelques années. Donc, c'est justement la tâche de l'équipe dont je m'occupe. Et donc, nous avons 7, 8 diapos pour vous donner un avant-goût de ce que va présenter le ministre à partir du mois d'avril, le plan national de la mobilité à l'horizon 2035. Et l'idée, c'est donc de tenir compte de l'avenir. C'est assez impressionnant. Cela peut susciter des craintes, mais notre travail, c'est justement de trouver des solutions. Donc, d'après le scénario moyen du Statec, d'ici 2035, comparé à l'année 2017, il faut compter avec une croissance moyenne de 40%. Bien sûr, on pourrait avoir une discussion si l'on trouve que c'est une bonne chose ou non, mais peu importe, parce que si le pays évolue encore un peu plus rapidement que prévu, nous avons besoin des infrastructures encore plus tôt. C'est un fait, nous avons besoin de certaines infrastructures, certains projets. S'il faut déplacer 40% de personnes de plus, ce ne sera pas possible avec nos habitudes actuelles, parce que cela signifierait que sur chaque route au Luxembourg, il faudrait accueillir 40% de voitures de plus. Je pense que ce serait difficile de s'imaginer où par où faire circuler 40% de personnes de plus. Ça voudrait dire également qu'il y aurait des chantiers à gérer. Il faudrait beaucoup plus d'administration, de services. Tout cela serait absurde et pas réaliste. Donc, ce sont de grands défis. Et Monsieur le ministre organisera une tournée au printemps pour vous présenter ces éléments, mais il aurait voulu vous donner un avant-goût dans le cadre de la présentation du contournement de Espérange. Alors, deux éléments.
acheminer toutes ces personnes vers Luxembourgville, qui restera le pôle d'attraction principal de la grande région. Et puis, nous devons également réfléchir à planifier nos agglomérations. Un étranger pourrait se dire, Luxembourg est un petit pays, ce n'est pas comme Berlin ou d'autres villes, mais avec la ville de Luxembourg et ses communes voisines, avec le sud et à une plus petite échelle, la Nordstadt, nous avons des points que nous pouvons traiter comme étant des agglomérations. Et la ville de Luxembourg est donc une agglomération. Espérange en fait partie et fait partie de la ceinture suburbaine de Luxembourg. Donc, vous serez impacté par la mobilité. En 2017, nous avons réalisé la plus grande enquête mobilité au Luxembourg. 2000 résidents et des résidents ont participé à cette enquête en 2017. Résultat, pour l'agglomération de Luxembourg-Ville, il n'y a que 9% de trajets qui se font en dehors de l'agglomération. Donc, 91% des trajets se font en agglomération. Donc, il n'y a que 9% de déplacements en Luxembourg-Ville qui vont au-delà de cette agglomération. Et, et donc, ces trajets ne sont pas très longs non plus, 8-9 km maximum, sinon on sort déjà du périmètre de la ville. Moi aussi, j'habite dans la ceinture suburbaine, même si je n'ai pas la chance d'habiter à Espérange. Mais en tout cas, dans cette ceinture suburbaine, nous avons la répartition multimodale la pire dans le pays. Nous prenons davantage la voiture que les personnes qui vivent à la campagne. Ce n'est pas parce que nous sommes de mauvaises personnes. Peut-être que ce sont des personnes qui ont des places de parking en ville. Peut-être que les transports publics ne sont pas encore optimaux, notamment à Espérange. Et puis, cela vient d'être dit, les pistes cyclables d'ici vers Luxembourgville ne sont pas encore parfaites. Il y a une piste cyclable, certes, mais ça ne suffit pas. Donc ce sont des éléments sur lesquels nous devrons travailler. C'est tout à fait possible et nous sommes optimistes. Nous pensons que si nous commençons maintenant, nous y arriverons d'ici 2035 et nous ne serons plus en train de résoudre des problèmes, mais nous aurons anticipé. Nous avons examiné, analysé l'ensemble du pays et la N3 jouera un rôle important dans le réseau de mobilité. Certains se disent, mais vous n'en avez pas besoin, vous avez la 3, vous n'avez qu'à fermer la route N3. Le document va vous expliquer pourquoi ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme si quelqu'un nous avait dit, il faut absolument accorder de l'importance à N3. Nous avons une liberté totale pour examiner la situation. Alors, pour Espérange, quels sont les points à considérer? Il, il, il faut que les transports publics soient performants. Il faut pouvoir se déplacer. Nous devons renforcer la mobilité au sein de l'agglomération, donc à Espérange pour le déplacement à l'intérieur d'Espérange. Les communes n'aiment pas vraiment l'entendre, mais la moitié de la circulation à Espérange est faite par les résidents. Et puis, oui, beaucoup de déplacements, bien sûr, vers Luxembourgville, donc il faut étoffer le réseau des bus. Deuxièmement, le chemin le plus direct vers Luxembourg-Ville doit être réservé aux bus, pour vos bus, mais également pour les bus qui viennent de plus loin. Pourquoi est-ce important? Si vous venez de loin pour vous rendre à Luxembourgville et passer jusqu'à Espérange, eh bien, les bouchons se produiront à Espérange. Donc, il faut éviter les bouchons ici. Troisième élément, il existe encore du trafic de transit régional, des voitures, des camions. Ça ne va pas disparaître, c'est nécessaire également, bien sûr. Et ce trafic-là, et là cela vous concerne à nouveau, le trafic de transit des voitures interquartiers, et c'est le cas
pour beaucoup de communes. Ce n'est pas toujours agréable que de se déplacer à pied ou à vélo dans nos localités ou dans un grand nombre de localités. En raison de l'aménagement actuel, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes continuent à prendre la voiture, même à Espérange, pour aller d'un quartier à l'autre. C'est compréhensible, c'est le cas dans beaucoup de communes, mais si nous voulons que le trafic de transit soit apaisé, alors il faut que des personnes aient d'autres conditions pour pouvoir se déplacer et puissent éventuellement profiter du contournement. Et d'ailleurs, le, le contournement se présentera sous une forme particulière. Nous y reviendrons. Alors, comment déplacer 40% de personnes de plus avec moins de véhicules? C'est la grande question. Sans surprise, si nous mettons beaucoup de temps à nous déplacer en voiture, si tout le monde roule à 20 km/h, bon, ce n'est pas catastrophique non plus en agglomération. Parfois, l'on se dit que ce serait même si tout le monde roule à la même vitesse, une personne seule dans sa voiture a besoin de 71 mètres carrés de route ou de voie. Si elle est dans un bus à moitié rempli, elle a seulement besoin de 2 mètres carrés. Donc, nous avons des rues qui ont un certain gabarit, nous avons un certain nombre de personnes à déplacer. C'est une question d'emballage. Alors, nos excellents pâtissiers en ville, si eux emballaient leurs pralines dans des cartons de chaussures, ils n'auraient pas la place pour stocker tout en magasin. Donc ici, c'est un peu pareil. Il faut changer l'offre ou l'emballage. Alors, quels, quels sont les grands éléments du plan national mobilité 2035? Eh bien, nous avons élaboré une classification fonctionnelle du réseau routier multimodal avec les ponts et les chaussées. Pour chaque tronçon, il s'agit de se poser la question, à quoi sert ce tronçon de route? Quel est l'objectif de cette section? S'agit-il de S'agit-il de le mettre à disposition d'un grand nombre de voitures ou alors d'encourager une autre mobilité? Et donc, nous avons lancé cet exercice. Nous allons le poursuivre au cours des prochaines années en coopération avec les communes. Nous l'avons maintenant fait pour le grand réseau, mais plus l'on entre au niveau local, il faudra coopérer avec les communes. Ce travail a été entamé avec la commune d'Espérange dans le cadre de ce projet et selon cette analyse, l'on voit, par exemple, si la voiture, l'élément à prioriser ici et les autres non. Et puis dans d'autres rues, ce sera l'inverse. Et vous le voyez ici à l'écran, pas besoin d'interpréter ceci dans le détail. À gauche, avec les traces, avec les pointillés rouges, ce sont des routes qui existent pour que le trafic motorisé automobiles et motos puissent avancer rapidement, que ce soit en agglomération ou hors agglomération. Nous n'allons pas construire un contournement à côté de chaque localité. Et à droite, vous voyez les autres rues qui ont une finalité tout à fait différente. Là, il faut que le vélo soit attrayant, la marche à pied soit attrayante, le bus puisse circuler facilement. Là, la voiture joue un rôle secondaire. La voiture doit pouvoir s'y déplacer pour que les gens aient accès à leur propriété, mais n'est pas prioritaire. Et si nous réfléchissons ainsi, nous arriverons à déplacer 40% de personnes de plus, vu que la moitié de nos trajets au Luxembourg sont très courts, moins de 5 km. Donc, nous pourrons faire en sorte que moins de personnes prendront la voiture, ce qui fera la différence. Also kurze Summe gefasst. Donc pour résumer les choses, en ce qui concerne l'amélioration de la mobilité des gens, il faut en fait réorganiser la mobilité des véhicules. Et c'est évident, donc moi aussi j'ai une voiture et je pense que c'est tout à fait normal d'avoir une voiture, mais il faut aussi améliorer les alternatives. Et à Esperange, quand on fait donc cet exercice de classification fonctionnelle, ben, on se rend compte que l'on a besoin ici à Esperange d'un contournement de proximité, donc via Alsingen. Alors voici donc un autre transparent et puis après vous aurez donc le plat de consistance avec Monsieur Fox qui est responsable de ce projet. Mais c'est assez intéressant, vous avez le contournement classique. L'objectif est relativement simple, donc on construit une voirie qui sera plus rapide et on espère que les gens qui
se déplacent, donc vont choisir évidemment cette voirie plutôt qu'une autre. Bon, ça, c'est en fait quelque chose qui se base sur l'espoir, mais si vous avez donc un embouteillage, forcément l'espoir tombe à l'eau. Donc vous avez ces deux petits ponts également. Ces deux ponts symbolisent le contournement. C'est un contournement donc, qui n'est pas connecté en fait aux autres voiries. Et donc s'il est fermé en quelque sorte, il faut que les gens donc aillent plus loin pour revenir en fait sur leurs pas. Donc il faut qu'ils passent par le centre-ville pour pouvoir revenir vers ces voiries. Et si on veut garantir un certain calme dans le centre-ville et s'il y a une croissance de 40% des déplacements, forcément vous allez avoir tous les centres-villes qui vont être bloqués. Donc le contournement de proximité, c'est le deuxième plan, c'est celui que nous avons donc choisi, part du principe que le contournement est également connecté à un certain nombre de voiries. Donc vous avez plus de place, plus d'espace sur le contournement. Vous avez la possibilité de sortir de ce contournement pour arriver donc à l'endroit où vous devez arriver. Donc ce n'est pas une voirie pour les autres, c'est une voirie pour tout le monde. C'est une voirie pour vous également parce que vous pouvez l'utiliser pour aller d'un quartier à un autre, par exemple dans la ville. Vous avez également donc la possibilité d'utiliser cette voirie en particulier. Et bon, c'est une simplification, bien évidemment, mais en fait, de cette façon-là, vous n'avez peut-être plus besoin de passer par le centre-ville, vous passez par le contournement de proximité, vous allez toujours trouver une alternative. Et donc, si on a ce type de contournement ici à Esperange, eh bien, il est possible de ralentir le trafic ou d'apaiser le trafic en quelque sorte dans le centre-ville et de pouvoir l'apaiser dans le sens où on aura moins de frontaliers mais également moins d'habitants qui seront bloqués. C'est une solution permanente donc et qui est totalement indépendante des masses de véhicules. On peut toujours faire passer un bus, il n'y a pas de souci. Donc on peut combiner tout cela donc, avec ce que l'on voit dans la partie de droite, le filtre modal. Donc ici au Luxembourg, évidemment, c'est assez intéressant. C'est un filtre qui propose toute une série donc, de transports et qui va prioriser certains types de transports. Alors, bien sûr, vous avez les pompiers, les ambulances qui peuvent circuler. Vous avez également les autobus. Vous avez les vélos, forcément, qui peuvent utiliser donc, les pistes cyclables. Vous avez les piétons également, mais pas de voitures. Et donc là aussi, pour certaines voiries, c'est intéressant, ça peut séparer donc, les modes de transport. Ça ne veut pas dire que l'on va séparer donc, les bons automobilistes des mauvais, hein, et que certains vont pouvoir y accéder et pas d'autres. D'ailleurs, la législation sur l'utilisation de la voie publique ne permet pas ce genre de choses. Ça permet simplement donc, de réduire le stress qui est dû notamment, donc, ou la surcharge qui est due à la circulation professionnelle, entre autres. Donc voilà. Alors, si l'on combine en fait ce contournement de proximité et le filtre modal, eh bien, il est possible de réduire effectivement donc, la densité de trafic. Et Monsieur Fox va y revenir évidemment dans quelques instants pour vous expliquer quelle est la meilleure option. C'est une garantie donc d'apaisement du centre-ville. Alors évidemment, ce n'est pas la solution, la panacée peut-être, mais ça permettra en tout cas pour les gens de pouvoir utiliser ce contournement pour aller d'un quartier à l'autre plutôt que de surcharger donc, le centre-ville. Alors c'est peut-être un petit peu plus long, c'est sûr, mais d'une autre manière, ce sera peut-être aussi une façon de gagner du temps puisque la circulation est organisée autrement. Alors le résultat, eh bien, c'est une photo en montage, en fait, un photomontage donc, que le ministre a déjà montré, et qui est étudié également avec les ponts et chaussées. Donc c'est une vision du centre-ville d'ici quelques années. Voilà, donc je cède la parole à Monsieur le directeur Roland Fox, donc directeur des ponts et chaussées. Merci Monsieur Christophe Reuter, directeur de la planification de la mobilité au ministère. Je pense qu'il a bien joué son rôle de représentant du ministre. Il était d'ailleurs dans la salle présent parmi nous lors de la dernière réunion. Donc il a suivi la présentation évidemment et il y a participé également. Et puis d'ailleurs nous avons travaillé ensemble avec la commune également. Bien. Alors je suis un petit peu trop loin. En fait je voulais revenir donc, à cette photo.
Alors, ce photomontage, en fait, c'est une représentation, une vue de l'esprit donc d'un centre-ville sympathique, avec relativement peu de circulation. Bon, il y a des voitures, mais les voitures qui viennent de loin, ou parfois qui viennent de moins loin, contournent en fait ce centre-ville, et nous avons donc ici une nette amélioration de la qualité de vie. Nous avons en fait une qualité, comment dire, qui n'est pas dépendante en fait de la rue, de la circulation, et qui nous permet de pouvoir utiliser les voiries donc pour aller d'un endroit à un autre. Alors aujourd'hui, j'en suis très fier d'ailleurs, les ponts et chaussées ne sont pas toujours connus pour le respect des délais, ou en tout cas des délais qu'ils annoncent. Bon, c'est vrai qu'on est sous le feu de la critique, mais aujourd'hui, je suis particulièrement fier de pouvoir vous dire que nous organisons donc une séance d'information où je vais pouvoir vous informer de la procédure, de la façon dont nous allons donc procéder à l'établissement de ce contournement. Et monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs, donc je voulais évidemment donc vous dire que ce dossier donc est en cours de procédure et que les choses avancent bien. Alors bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, et on l'a certainement déjà dit, nous avons tenu donc une réunion au mois de juillet l'année dernière, et je dois dire que le délai n'a pas été tenu parce que le ministre était quand même très optimiste. Il pensait que l'on allait pouvoir arriver ici et vous annoncer directement des miracles, et bien sûr le bourgmestre l'attendait également. Mais bon, tout cela a des causes, des raisons. Bien sûr, quand on planifie donc une piste cyclable, c'est vrai que ce n'est pas toujours aussi rapide que ce que l'on souhaite. Je voudrais cependant faire un petit rappel donc, par rapport à ce que nous avions dit la dernière fois. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas donc refaire tout le discours de la dernière fois où on a commencé donc à 11 h du matin pour terminer à 13 h 30 ou quelque chose comme ça. On a eu donc déjà des détails. Je voudrais simplement faire un petit rappel. Donc la dernière fois, lors de la dernière réunion, on ne parlait pas de procédure. En fait, on expliquait simplement comment on envisageait d'améliorer la qualité de vie, et on vous a donc exposé les différentes variantes. Alors cette fois-ci, je vais essayer de trouver la bonne diapositive. Voilà. Donc Christophe Reuter du ministère nous a expliqué ce que nous avons prévu, et l'option que nous avons retenue de manière à pouvoir améliorer la qualité de vie. Il faut également dire que d'un point de vue purement procédural, nous avons évidemment une constellation assez difficile de la zone Natura 2000, donc une zone protégée qui est également une zone protégée au niveau européen. Alors bien sûr, c'est au Luxembourg et ça appartient au Luxembourg, mais l'Europe a également son mot à dire. Et évidemment, je pense que l'Europe n'apprécierait pas trop qu'on construise des autoroutes en plein milieu d'une zone naturelle protégée, évidemment. Donc il faut qu'il y ait une justification à tout cela. Et il faut aussi que ça apporte un plus. Donc c'est à nous de démontrer ce que la construction de cette route peut apporter, et également ce qu'elle peut apporter en termes de réduction de CO2, de réduction donc de particules nocives dans l'atmosphère, etc. Donc il faut pouvoir justifier cela. Il ne s'agit pas de construire une route supplémentaire juste pour le plaisir d'avoir une route supplémentaire avec des bouchons supplémentaires, etc. Et les gens qui continueront donc à se déplacer selon leurs habitudes sans nécessairement utiliser cette nouvelle voirie, il faut prouver que c'est efficace et que ça va apporter quelque chose, et que ça va permettre également donc de délester la circulation et d'améliorer donc la qualité de vie des habitants. Et évidemment, c'est là que la classification fonctionnelle du réseau routier intervient. On construit des routes pour les voitures, mais on a également d'autres routes où les gens ont la
possibilité d'utiliser l'espace public en fait pour d'autres utilisations. Donc on a le filtre modal notamment qui peut être appliqué pour ne céder la place dans ces voiries qu'au transport public et à la mobilité douce. Donc vous avez ici le réseau structuré, le squelette en quelque sorte de votre voirie, avec le contournement, et puis la charge de circulation. Donc, on l'a dit, donc elle va augmenter. Ça vous donne une petite idée également de ce que l'on pourrait avoir si l'on applique le filtre modal. Et cela vous montre également donc où sont les voitures et où sont les espaces partagés. Ces espaces beaucoup plus calmes, donc, où il est possible, notamment pour les piétons, de vraiment profiter de leur petite ville, si je puis dire, et de retrouver le charme de cette ville. Donc la dernière fois, je vous avais également parlé de ceci, c'est juste un petit rappel. Donc par rapport à l'Europe, bien sûr, et dans le cadre des procédures, il faut aussi démontrer que l'on a différentes variantes et que celle que l'on retient est évidemment la meilleure. Donc dans ce cas précis, nous avons en fait 4 variantes avec différents tracés. Donc il y en a un, on va commencer donc par le sud. Il est au sud de la voie ferrée, donc il passe par cette réserve naturelle. Et de la droite vers la gauche, donc il contourne la ville avec une boucle. Une autre option, c'est le tracé nord, donc qui utilise en fait le même tracé, mais il est de l'autre côté de la voie ferrée cette fois-ci. Et il passe également par la zone Natura 2000. Il arrive dans la zone tampon, donc la zone tampon de la réserve naturelle. Et ensuite, la connexion donc pour ressortir de l'autre côté de cette zone. Et puis vous avez donc la jonction des routes. Donc vous avez un tracé est avec la variante nord et la variante sud qui peuvent donc passer par la vallée et ensuite remonter. Et vous avez également donc le tracé ouest que vous voyez à l'écran, donc qui contourne en fait également donc ces prairies notamment, ce tracé à l'ouest qui permet donc de se connecter le plus rapidement possible à l'autoroute. Et vous avez également donc la voie ferrée de l'autre côté, donc vous avez en quelque sorte un passage entre les différents corridors. Donc la zone Natura 2000 évidemment et la réserve naturelle qui sont représentées ici donc accueillent ce tracé en fonction des variantes. On est entre 5,8 et 6,3 km de chaussée, de voirie. Donc c'est une évaluation grossière évidemment, donc il faudra la recalculer plus précisément, mais c'est un avant-projet sommaire, donc sur papier. Et notre objectif est de pouvoir passer bientôt donc à un projet plus détaillé où nous aurons une planification réelle, planification véritable avec le paysage et où on va faire appel à des géomètres, etc. Donc pour tout calculer au millimètre près et avoir ainsi donc tous les éléments techniques. J'avais insisté là-dessus la dernière fois et je pense que c'est important également de faire un petit rappel. Nous avons donc, vous savez, quand on construit une route, tout ouvrage linéaire a évidemment un impact important dans le paysage et sur la nature. Vous avez le phénomène évidemment du fait que cela partage le paysage en différentes parties, en différentes zones. Donc là aussi, il faut évidemment veiller à ce que les différentes variantes aient l'impact le moins lourd possible sur le paysage. Donc le point de départ, donc vous voyez ici au sud, et donc il est important de voir ce qui est le mieux, en fait la variante est ou la variante ouest. L'objectif étant donc de pouvoir se rapprocher le plus possible de l'autoroute. C'est ce que vous pouvez voir donc dans le photomontage en haut à gauche.
Donc, ça permettrait de voir la connexion et de voir également donc ce paysage. Alors, ce que je vous propose évidemment, c'est d'aller maintenant un petit peu plus loin. On revient donc à ce que l'on avait vu la dernière fois. Donc, j'ai évidemment expliqué tout cela à nos experts, bureau Schreider, EVR, collaborateurs des ponts et chaussées également, qui vont accompagner ce projet. Donc, lors de notre dernière séance d'information, nous avions présenté en long et en large ce que cela représentait en termes de procédure, en termes d'impact sur l'environnement, sur la pollution de l'air, le bruit également, en ce qui concerne les zones protégées. Et donc, j'ai fait ici un petit schéma. Alors, j'essaie d'avoir le curseur. Voilà, donc ici j'ai en fait réalisé un petit schéma de procédure qui vous avait d'ailleurs été présenté lors de la dernière séance d'information pour pouvoir comprendre donc la procédure qui nous attend jusqu'à la construction de ce contournement. Alors, je ne vais pas repasser tout cela en détail parce que c'est assez laborieux. Et tout ça se retrouve évidemment dans le dossier auquel vous avez accès. Donc c'est juste un rappel de la dernière réunion que nous avions tenue le 1er juillet. Donc ça remonte évidemment à quelques mois, mais bon, ce n'est pas si loin que cela. Mais vous en souvenez peut-être. Vous avez la possibilité donc d'aller sur le portail des transports et vous pouvez télécharger le dossier. Donc il a été publié et là vous aurez la vidéo du live stream, vous aurez tous les documents, etc. C'est là que vous allez retrouver aussi donc ce que nous appelons les mémoires. Donc ça vous permettra de voir ce qui avait été présenté lors de la dernière réunion. Donc c'était le 1er juillet 2021. Alors, j'essaie de faire disparaître le curseur, voilà, ou le pointeur. Donc, nous avions présenté cela donc, le 1er juillet. Le ministre avait promis évidemment que les choses allaient avancer. Bon, il y a un certain nombre de voix qui se sont manifestées, des associations d'habitants, etc. Donc, nous écoutons évidemment. Et il est clair qu'il est indispensable d'avoir un dialogue avec le ministre responsable des ponts et chaussées. Nous avons rencontré donc toute une série d'associations, d'initiatives citoyennes. Voilà, donc notamment la Biage Initiative Contournement. Nous avons donc discuté de façon très proactive et nous avons touché à tous les aspects du projet. Nous avons parlé également des démarches. Il faut savoir, bien évidemment, et, bon, on dit aujourd'hui que nous sommes en train de travailler sur un projet sur papier. Il faut encore évidemment le transposer donc, dans la réalité. Il y a une série de variantes qui vont être affinées donc, à l'avenir. Et bien sûr, quand vous voyez donc par exemple un photomontage d'un architecte, évidemment, ce n'est pas encore la réalité. Et puis, il y a également certaines personnes du monde agricole notamment qui nous ont dit oui, mais mesdames et messieurs, chers planificateurs, s'il vous plaît, n'oubliez pas l'agriculture. Bon, l'agriculture, elle est concernée également. Il faut évidemment acquérir des terrains. Et quelque part, il faut que l'agriculture continue donc à tourner et les exploitations également sont bien évidemment concernées puisqu'en fonction du module ou du modèle de contournement, il va forcément y avoir besoin de mesures compensatoires, entre autres choses. Donc là aussi, c'est toute une procédure qui est en cours et une démarche proactive avec les exploitants agricoles et avec les ponts et chaussées, avec les agronomes, les spécialistes du secteur privé également, de manière à pouvoir discuter donc avec ces entreprises et voir quel sera l'impact potentiel sur leur activité. Et pour pouvoir évidemment le quantifier, le chiffrer et voir quelles sont les conséquences pour l'agriculture et donner la possibilité également donc aux entreprises dans ces procédures de pouvoir tenir compte de tous les éléments
qui les concernent et que ces entreprises ou ces entrepreneurs, ces exploitants donc aient la possibilité de faire entendre leur voix également. Hein, je rappelle donc que le Conseil du gouvernement estime que quand on développe ce type de projet, vous avez évidemment donc le ministère tout ce qui concerne la construction, le ministère des Transports, vous avez le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Économie, mais vous avez aussi la présence du ministère ou des représentants du ministère de l'Agriculture. Et donc, c'est un message important que je voulais faire passer donc, pour bien vous montrer que nous tenons compte également de ces éléments-là. Et puis depuis la dernière fois, depuis la dernière réunion, le dossier n'est plus tout à fait le même que celui que nous vous avions présenté parce que nous avons demandé un avis aux autorités compétentes que nous avons reçu entre-temps et que nous avons essayé d'intégrer au mieux dans le dossier. Le voici. À partir de demain, le dossier pourra être consulté à la commune. Vous pourrez donc le regarder en détail d'un point de vue de la procédure. Et donc cet avis sera affiché à la commune et figurera dans les journaux également. Dans le cadre de la procédure EIE, évaluation des incidences sur l'environnement, de certains projets routiers ferroviaires, nous devons procéder à une publication et la participation citoyenne, ou plutôt la consultation citoyenne, doit être assurée. Et nous devons également veiller à ce que des directives européennes telles que Natura 2000 pour les biotopes protégés, pour la faune protégée, les habitats protégés soient prises en compte. Et le dossier doit être affiché dans la commune concernée pour qu'il puisse être consulté. Et puis pour les communes voisines, l'avis est publié pour que chacun sache justement où se rendre, dans quelle commune se rendre pour pouvoir consulter le dossier et jeter un coup d'œil et pouvoir s'exprimer. Cet avis sera affiché et le ministre des Travaux publics, le département des Travaux publics l'a publié. Et que, que retrouve-t-on dans le dossier? Et si vous allez le consulter sur place, qu'est-ce qu'il y a à consulter? Il n'est pas simplement affiché, nous ne sommes plus à l'ère des diligences non plus. Le dossier est également disponible sur Internet. Nous vous donnerons le lien tout à l'heure. Pour comprendre le dossier procédural, il faut comprendre un peu l'aspect procédural. Alors là, nous allons moins parler de béton et d'asphalte ce soir, mais plutôt parler de questions de procédure. Il y a toute une mécanique à respecter et la procédure a été enclenchée en octobre 2017 avec la législation qui était en vigueur à l'époque. Le maître d'ouvrage avait envoyé l'étude des incidents sur l'environnement aux autorités compétentes. Dans ce dossier, il y avait en fait 5 classeurs. Et en janvier 2018, il y avait eu un travail au préalable qui avait été fait. Un premier avis a été émis par l'autorité compétente et il y a eu énormément de questions parlementaires, ce qui a fait que cela a pris du temps. Nous avons dû bûcher. Est-ce que nous avons réussi l'année ou non, ou avons-nous eu un deuxième examen? Non. Une étude sur la mobilité avait été réalisée en 2017, comme l'a dit Christophe Reuter, et l'on pensait que l'on pourrait mettre à jour notre étude sur la mobilité très très rapidement, utiliser les données très rapidement, mais cela a pris un peu plus de temps et nous avons beaucoup travaillé. Et en 2021, nous avons pu
adapté le dossier. Les remarques ont été intégrées. C'était un travail considérable. Donc, nous avons transmis un dossier cohérent aux autorités compétentes. Donc là, nous sommes arrivés en juillet 2021, à la fin du mois de juillet, et puis en novembre de cette même année. Cela représentait un travail considérable, y compris auprès du ministère de l'Environnement, qui a examiné le dossier, et un avis complémentaire a été élaboré. Donc, il y avait encore des détails à peaufiner. Cet avis complémentaire est publié avec l'ensemble des autres éléments et bien sûr, nous avons essayé, enfin nous avons mis à jour le dossier pendant la période de Noël et maintenant, à partir de ces 5 dossiers, nous en sommes maintenant à 6 dossiers grâce à cet avis complémentaire des autorités et des réponses que nous y avons apportées et que nous publions maintenant également. Si vous allez consulter le dossier, vous devrez vous y retrouver parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments et puis donc des compléments ont été ajoutés. Donc c'est le dossier 6 de 6. Le dossier comprend tout ce qu'exige la procédure, vu les directives européennes, transposées au niveau national. Toutes les dispositions sont à respecter. Première question, que souhaitez-vous construire? Deuxième question, quelles variantes existent-ils? Et au niveau de l'AV-projet sommaire, il faut indiquer des variantes, c'est le cas. Et puis, par variante, quelle est l'incidence sur la nature, la biologie, l'écologie? Quelle est la situation de départ ou que se passerait-il si le projet n'était pas réalisé? Donc tous ces éléments-là ont été examinés. Autre question, avez-vous envisagé de faire quelque chose de complètement différent de ce projet? En d'autres termes, avez-vous des solutions de substitution? Donc tous ces éléments ont été examinés et comme la procédure européenne l'exige et le guide sur l'évaluation des interventions dans des zones Natura 2000, dans un premier dossier, nous avons le rapport d'étude d'évaluation des incidences sur l'environnement avec des annexes, avec un dossier Natura 2000. Donc là, l'incidence de chaque variante est étudiée, des mesures compensatoires doivent être proposées, un bilan des biotopes est élaboré. Depuis 2018, nous disposons d'une nouvelle législation de protection de la nature qui dit que chaque biotope a une valeur exprimée en points. Ce bilan des biotopes figure donc dans ce premier dossier, puis des données sur les oiseaux et d'autres animaux. Deuxième dossier, un avis sur la pollution atmosphérique, sur le bruit, le PAG d'Esperange et de Reuseur. Nous avons vu quel était le plan, quels étaient les plans des emprises sans que l'on soit dans une procédure d'utilité publique et d'acquisition. Troisième dossier, un rapport sur l'avant-projet sommaire où l'on retrouve donc les variantes, une imagerie en 3D et puis également des plans techniques que vous pouvez consulter
Pour vous faire une idée, nous avons tellement de plans techniques que nous avons prévu donc un quatrième dossier pour ces plans techniques. Cinquième dossier, principale solution de substitution. Qu'aurait-on pu faire pour ne pas construire ce contournement? Et un volet, c'est le module de 0. Donc la mobilité de l'avenir a été prise en compte et puis l'incidence également. Si le contournement n'est pas réalisé, qu'en est-il de la situation de la sécurité routière? L'étude de trafic a été mise à jour, la sécurité routière a été examinée. Nous avons procédé à une préanalyse d'une étude de faisabilité concernant l'agriculture et donc le contournement et les mesures compensatoires, un rapport sur les mouvements des masses et nous avons également déposé dans ce dossier les courriers, les correspondances avec les autorités compétentes pour que tout soit transparent pour le grand public, pour que vous puissiez voir quels ont été les courriels, les lettres échangées et dans un souci d'exhaustivité, nous avons également intégré la présentation publique du 1er juillet 2021 dans le cinquième dossier. Donc ça, c'était le dossier de départ. Et puis maintenant, donc un dossier supplémentaire pour l'avis du ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, le rapport d'évaluation et les compléments que nous avons fournis par la suite. Voilà, c'est la partie peut-être un peu plus sèche, un peu plus rébarbative avant de reprendre avec la dynamique de la procédure qui comprend 9 étapes. Tout ce qui est vert ici, vert clair plutôt à l'écran, cela a déjà été réalisé. Nous avons présenté le dossier, les autorités compétentes ont été consultées, les avis ont été intégrés. Donc les étapes 1, 2 et 3 sont clôturées depuis le moment où nous avons reçu l'avis. Maintenant, nous sommes dans la case vert foncé. Le dossier a été déposé dans la commune concernée, à savoir Esperange, et l'avis est publié pour que la consultation du public puisse être lancée. C'est un premier ouf, un premier soupir de soulagement qui nous permet de reprendre notre souffle. Maintenant, la balle est dans le camp de la commune qui va maintenant s'occuper donc de la consultation du public, enfin mettre à disposition le dossier. Et après le délai de publication, le dossier sera donc consultable. Vous avez donc un mois, ou la commune plutôt a un mois pour recueillir les avis, pour envoyer les éléments reçus ensuite aux autorités compétentes. Donc, vers la fin mars, début avril, nous allons voir ce que l'agent de la poste ou la camionnette de la poste nous enverra comme avis provenant de la commune et des différentes autorités. Ensuite, les autorités vont examiner, analyser les avis reçus, parce que le ministre des Travaux publics, le ministre de l'Environnement ne décide pas tout seul de la suite. Il y a encore une étape importante dans la procédure, à savoir que le Conseil de gouvernement, donc le Conseil de gouvernement avec tous les ministres au complet, devra prendre la décision sur la base du dossier, de la consultation publique et des avis pour voir quelle sera la variante qui sera approfondie, étudiée davantage en détail et pour voir également quelle sera l'envergure des mesures de compensation qui permettront par exemple de reconstruire des biotopes, qui permettront de réaliser des compensations fonctionnelles
Peut-être que l'agriculture devra être organisée un peu autrement. Mais en tout cas, il faudra mettre en place des compensations fonctionnelles pour les espèces animales, pour leur donner des biotopes pour compenser ce qui aura été détruit en raison du contournement. Voilà, je vais vous dire dans un instant ce qui va se passer par la suite. Alors, pas besoin de vous précipiter non plus à la commune pour voir tous en même temps le dossier. Le dossier est également disponible en ligne. Vous voyez ici le lien à l'écran, enquête.public.lu. Si vous avez fait une recherche Google, vous avez peut-être découvert qu'il y a quelques jours, la publication est disponible, l'avis du ministre a été publié et que maintenant, l'enquête publique va être lancée. Voici une capture d'écran et vous retrouverez tout cela également dans la présentation d'aujourd'hui que nous mettrons à votre disposition. Quand on exécute quelque chose, je vous le disais, un avant-projet sommaire, c'est un trait sur papier. L'avant-projet détaillé, ça, ce serait plutôt le projet dans la réalité, dans le paysage concrètement. Alors, avant-projet détaillé de la procédure, le 25 février, la commune ouvrira ses portes pour que vous puissiez consulter le dossier pendant 30 jours. Donc, cette consultation publique sera en cours pendant 30 jours. Ensuite, la commune aura un mois pour élaborer un avis et pour l'envoyer. Et je ne pense pas qu'il y aura de retard pour envoyer l'avis de la commune, ou plutôt du collège des bourgmestres et échevins. Ensuite, la saisine du conseil de gouvernement qui décidera quelle variante sera réalisée et, en l'occurrence, le conseil de gouvernement décidera, bon, sauf s'il se décide pour une variante 0. Bon, je ne pense pas que ce sera le cas. Nous n'y croyons pas. Mais si une variante est réalisée, alors l'incidence, non seulement sur les eaux Natura 2000 et les procédures de Bruxelles doivent être respectées, à savoir il faudra informer la Commission par le ministère de l'Environnement et donc une information sur l'incidence, mais il y aura également une incidence sur les réserves naturelles protégées au niveau national, donc protégées par un règlement grand-ducal datant des années 90 et qui devra également être adapté. Le règlement grand-ducal devra être reclassé dans ce règlement. Elle ne va pas être supprimée, mais il faudra, d'un point de vue administratif, mettre cela à jour pour que la construction du contournement soit possible. Alors, par expérience, nous savons que c'est une procédure particulièrement intensive et nous sommes donc convenus que dès que le Conseil du gouvernement aura pris une décision et nous demandera donc de travailler sur la variante qui a été retenue, eh bien à ce moment-là, nous procéderons également donc aux adaptations, au reclassement de la réserve naturelle. Donc, je vois Monsieur Schneider, notamment donc, du bureau FVR, qui sourit parce que c'est une quantité de travail assez considérable, évidemment, qui va atterrir sur son bureau et qui va se faire
également avec notre collaboration, bien évidemment. C'est une partie importante du projet, hein. Je vous ai donc présenté le projet. Maintenant, il va falloir prendre toutes les mesures sur le terrain, etc. Et quand il s'agit d'une zone de protection avec une zone tampon, eh bien, il n'est pas possible de faire tout ça uniquement par la procédure. Il faut être sur le terrain également. Voilà donc ce que le Conseil du gouvernement va faire, et ce qu'on va faire après l'avis du Conseil du gouvernement. Ensuite, on va recevoir le feu vert pour la publication de l'APD, l'avant-projet détaillé. L'objectif étant de passer donc à l'étape suivante. Alors, il y a encore un certain nombre d'étapes. Donc, c'est bien évidemment que le maître d'œuvre dise voilà ce qu'on va faire. Le gouvernement dit que c'était bon, donc on a le feu vert. La commune, évidemment, aimerait avoir ce contournement, donc on va voir avec les associations, avec les gens, avec les agriculteurs qui doivent céder des terrains, etc., les agriculteurs qui sont concernés également. Tout ça ne suffit pas, il faut également de l'argent, il faut des financements, et c'est évidemment donc un projet qui va coûter quelques millions quand même, et donc le législateur a là aussi prévu un schéma de financement. Donc c'est la Chambre qui va devoir adopter la loi, et dans cette loi, il y aura bien évidemment donc le feu vert pour la réalisation du projet avec le budget qui est prévu. Il y aura également donc de façon claire le fait que le projet a une utilité publique, et dans les procédures luxembourgeoises, il est donc prévu qu'il faut une déclaration d'intérêt public ou d'utilité publique. Cette utilité publique vous donne un certain pouvoir en termes d'acquisition de terrain, etc. Et donc c'est à ce moment-là que l'on peut conclure des accords pour acheter des terrains, donc pour raison d'utilisation publique ou d'utilité publique. Donc il ne s'agit pas d'aller frapper à la porte des gens en disant vous savez j'ai besoin d'un morceau de votre terrain. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc je tiens à le signaler, je l'ai déjà dit tout à l'heure, évidemment, nous allons aussi faire en sorte que les choses ne se fassent pas par la force. Nous allons essayer de trouver donc les bonnes procédures de manière à ce que tout soit justifié, que tout le monde y trouve son avantage pour pouvoir poursuivre. Alors, pour pouvoir établir un projet, un avant-projet détaillé, alors je sais que c'est un petit peu rude, mais voilà, je suis obligé de vous expliquer toute la procédure. Donc, une fois que vous avez le feu vert, il faut développer donc ce projet, cet avant-projet détaillé. Il faut étudier via donc un bureau d'études tous les détails, et pour chaque variante, vous allez donc avoir une analyse plus en profondeur du projet. Alors, je pourrais vous l'expliquer également. Qu'y a-t-il dans ce dossier? Alors évidemment, vous avez tous les documents du gouvernement dont on n'a pas encore discuté avec les maîtres d'œuvre. Donc par exemple, qui va exploiter, quel type de tracteur va-t-on utiliser, etc. Ça, ce sont des réflexions que l'on va voir par la suite, sur base évidemment donc de tous les avis et du projet. Ensuite, l'avant-projet détaillé doit être soumis à la Chambre, la loi doit être adoptée, et ensuite, sur base de cet avant-projet détaillé, on va également voir ce qu'il en est de l'hydrographie, des bassins de rétention, comment va-t-on évacuer l'eau de la voirie, où va-t-on placer donc les bouches d'égout, etc. Comment va-t-on aussi garantir la protection contre le bruit? Donc tout ça va être prévu, également la largeur de la chaussée, les carrefours, les ronds-points, les accès, etc. Donc tout ça doit être rédigé, expliqué dans l'avant-projet détaillé de manière à ce que l'impact puisse être calculé, que les autorités compétentes, donc le ministère de l'Environnement, puissent à ce moment-là donner son aval au projet. Et une fois qu'on connaît l'impact, donc on a détaillé un certain nombre de points, mais on sait également qu'il faut compenser ces points. Ce que le projet va détruire d'un côté, il va falloir le rétablir de l'autre. Par exemple,
pouvez avoir peut-être un passage, une voie de passage pour les batraciens, par exemple, qui devrait être construite. Donc, ce sont des choses qui doivent être présentées donc, au ministère de l'Environnement dans l'avant-projet détaillé. Et ça, ce sera donc cela qui va motiver évidemment l'avis de Madame Tige-Bosch, qui est notre ministre de l'Environnement. Et cette décision sera publiée avec tous les détails, évidemment. Donc, c'est un énorme dossier. Et il sera mis à la disposition du public. En conséquence, donc, la procédure prévoit que le public ait la possibilité de s'exprimer également là-dessus, quitte même à passer par la voie judiciaire. Et donc, tout cela doit être fait avant que l'autorisation de construire soit accordée. Donc, il faut que toutes les mesures de compensation aient été calculées, etc. Donc, c'est évidemment très détaillé, ce que je vous explique ici, mais ce sont des étapes indispensables. Ce n'est pas pour rien que je vous ai raconté tout cela. Ce n'est pas non plus pour vous endormir. L'objectif, en fait, c'était de vous donner donc une vision bien claire des choses. Je vous ai dit que j'étais fier, évidemment, que le dossier soit déjà complet. Nous avons ces 6 dossiers dont je vous ai parlé. On a déjà bien avancé dans les procédures. Il faut encore que ça passe par le Conseil du gouvernement. Et donc, une fois que le gouvernement se sera prononcé, à ce moment-là, on va pouvoir véritablement travailler sur le projet à proprement parler. Il faudra donc faire appel à des géomètres experts pour pouvoir mesurer les terrains, effectuer le levé, etc. Donc, ce sont des choses qui vont encore se faire. Et bon, il est possible que des gens viennent frapper à votre porte et vous disent, voilà, on aimerait bien mesurer votre terrain. L'objectif, évidemment, c'est pas de vous embêter, c'est tout simplement de pouvoir calculer les différents impacts. Et il faudra peut-être faire des forages également. Donc, vous avez une grosse machine qui va faire un trou dans le sol pour essayer de comprendre ce qui se passe sous le sol, donc ce qu'on appelle la géotechnique. Et pour savoir évidemment ce que ça va avoir comme impact en termes de coûts, mais aussi par rapport à la structure même de cette voirie, comment on va évacuer l'eau, etc. L'eau, c'est aussi donc important. Il faut analyser l'hydrologie, donc d'où vient l'eau, où va-t-elle, est-ce qu'il y a éventuellement des ruisseaux qui passent sur le trajet. Donc ce sont tous les éléments qui doivent être pris en considération. Donc ici, je vous ai décrit les 4 variantes. Donc vous voyez que pour le moment, nous avons 4 traits sur papier. Et l'objectif est de pouvoir définir le projet qui sera entre guillemets réel et qui pourra donc être construit. Et le gouvernement, le conseil du gouvernement, donc prendra une décision. Ensuite, on pourra travailler là-dessus. On ne parlera plus en notre nom, on parlera ici donc au nom du pays, puisque c'est une décision qui passera par le Conseil du gouvernement. Et donc c'est possible que ces décisions tombent avant les grandes vacances. Bon, ça n'engage que moi, évidemment. Je sais que le ministère des Ponts et Chaussées essaie d'accélérer les choses, mais c'est vrai que parfois, bon, il y a des choses qui coincent un petit peu. En tout cas, notre objectif, en tout cas, c'est de pouvoir essayer de maintenir ce calendrier. Donc voilà, en fait, la présentation de la procédure et du dossier que nous voulions partager avec vous. Comme nous l'avons dit, donc l'objectif lointain, mais qui est de plus en plus proche. En fait, il approche millimètre par millimètre, mètre par mètre. L'objectif, donc, c'est de pouvoir avoir une jolie petite ville qui s'appelle Esperange, où la circulation automobile au centre, en tout cas, sera juste celle dont on a besoin, pas plus, et celle dont on n'a pas besoin, eh bien, sera déviée donc vers l'extérieur. Eh bien, voilà ce que je voulais vous donner comme explication par rapport à la procédure. Comme je l'ai dit, donc, le dossier est téléchargeable, tout comme le dossier de la dernière présentation d'ailleurs, qui était peut-être un petit peu plus vivante, sur transport.lu.
Bon, je pense que vous êtes habitué à ce site, hein. Vous avez la possibilité de vérifier les différentes présentations. Présentation du mois de juillet également. Vous avez la possibilité de faire la comparaison entre les deux. Vous avez la possibilité également de cliquer sur les différents dossiers, les 6 dossiers de procédure qui sont également disponibles sur le site et que je viens de vous exposer. Voilà, je suis au bout de mes explications et je vais me permettre de prendre un petit verre d'eau. Bien. Alors, si vous avez des questions, je pense, c'est le moment. Donc, pour la procédure, évidemment, vous vous adresserez à Monsieur Fox si vous voulez bien. Moi, j'essaierai de répondre pour mon rayon. Il y a des micros dans la salle également, donc veuillez les utiliser, s'il vous plaît, si vous souhaitez poser une question. Je m'appelle Fabien Even de la Beer Initiative. Je voulais savoir, donc, ce délai de 30 jours, est-ce que ce sont des jours calendriers, des jours de travail, ou est-ce que c'est un mois calendrier? Alors, normalement, ce sont des jours calendriers et le délai doit aboutir au 27 mars, je pense, quelque chose comme ça. Le 27 mars serait le dernier jour. Bon, je vais vérifier évidemment, hein, mais ça ne peut pas être moins de 30 jours évidemment. On ne peut pas arriver à 29 jours par exemple, c'est 30 jours et au bout des 30 jours, donc on boucle la consultation. Bonsoir. Je suis Claudine Klein de Hassel, Weiler-la-Tour. Alors, les explications de M. Reuter sont très plausibles. Effectivement, je pense que ça va dans le bon sens. Je me demande cependant si ce n'est pas contradictoire par rapport à l'évolution de ce projet. Est-ce que M. Reuter disait, est-ce que ça va vraiment dans le sens des objectifs de la commune d'Esperange? Parce que l'objectif, en fait, c'est d'essayer d'apaiser quelque peu le centre-ville. Alors, Monsieur Fox, vous avez beaucoup parlé d'impact. Dans la procédure, il faut tenir compte de toute une série d'impacts. Vous avez d'ailleurs établi une liste d'associations, vous avez parlé des agriculteurs, et vous agissez de façon proactive plutôt que réactive. Donc ça, c'est intéressant. Vous voulez donc être proactif. Donc, j'en viens à ma question. Qu'en est-il des communes voisines qui sont concernés par le contournement d'Esperange et qui sont concernés directement? Donc je vous parle d'une rue notamment où le nombre de voitures par jour va passer de 3 000 à 10 000 unités. Donc est-ce que c'est uniquement l'avis du public qui est demandé? Est-ce que les habitants doivent examiner les 6 dossiers et donner leur avis, ou bien est-ce que vous avez là aussi une concertation proactive avec les communes concernées? Est-ce que c'est envisageable? Oui, Monsieur Reuter me regardait, donc je suppose que c'est pour moi, il n'y a pas de souci. Donc les communes qui sont concernées sont Reuseur, enfin c'est la commune de Reuseur en tout cas. Donc depuis 2017, nous sommes en concertation avec Camille Gérard. Nous avons analysé déjà ce que cela peut avoir comme impact sur la circulation, et l'impact doit être gérable. En fait, on a énormément travaillé sur l'étude de trafic ou l'étude de circulation.
donc pour comprendre quels seront les effets. Et je sais que la commune de Weiler-la-Tour s'est également manifestée auprès du ministre avant les décisions. Donc cet avis en fait a également été publié à la commune de Weiler-la-Tour et les gens ont été avertis également. Donc ils savent aussi qu'il y a une consultation du public qui est en cours ici. Alors, ce que je voudrais dire également, c'est que, bon, là je fais référence au dossier, bien évidemment, donc nous avons calculé l'impact, évidemment, de façon très précise. Quand on parle de circulation, donc dans des rues, dans différentes localités, donc on sait précisément comment cela va évoluer, comment ça va varier. Je profite de la tribune qui m'est accordée pour dire également que le trafic routier à l'avenir va forcément augmenter. Et c'est pas parce qu'on construit une route, évidemment, que le trafic ne va pas augmenter. La circulation automobile va augmenter parce que nous avons donc une évolution dans ce pays. Nous avons donc une croissance et beaucoup de gens veulent se déplacer en voiture. Alors ça ne veut pas dire évidemment que la circulation va exploser parce que on veut encourager donc le transport par autobus, par autocar, mais malgré tout, donc ça provient essentiellement, la croissance du trafic ou de la circulation provient également de la demande, de la croissance de la demande en mobilité, et c'est un facteur important. Et évidemment, qu'on fasse un contournement ou qu'on n'en fasse pas, cette demande, elle va augmenter. Ce n'est pas donc le moteur même de la mobilité. Et donc, c'est cette chaussée, cette nouvelle voirie, donc aura un impact. Vous avez parlé des voitures, du nombre de voitures. En fait, c'est une discussion de société. Donc, qu'est-ce qui est acceptable pour moi? Combien de voitures qui passent devant chez moi tous les jours? C'est la question donc, qui se pose. Jusqu'à combien de voitures peut-on aller pour que ce soit acceptable? Sachant que moi aussi, je prends parfois la voiture et que je vais parfois dans le village d'à côté. C'est une infrastructure donc, qui est payée par la collectivité. Elle est donc là pour la collectivité et pour pouvoir garantir la circulation, la mobilité de la collectivité. Et donc ce n'est pas une discussion technique que je ne peux pas mener ici, mais s'il y a une croissance sur une voirie qui est calculée, documentée. Bon, je n'ai pas les chiffres, vous avez cité des chiffres, je ne sais pas s'ils sont exacts ou pas, je ne peux pas vous le dire maintenant, je ne les ai pas sous les yeux. Mais effectivement, c'est un effet, mais cet effet donc, consiste surtout à savoir combien de voitures peuvent passer devant chez moi personnellement pour que je considère que ce soit encore acceptable. Et ça, c'est une question qui se pose à un niveau différent. On a parlé des filtres modaux, notamment. Eh bien, il y a des variantes qui sont prises en considération. Si on a donc une augmentation du trafic dans une rue, il y a également des possibilités, éventuellement, de pouvoir prendre des mesures dans cette zone pour filtrer la circulation, et on va mettre en place donc des mesures d'apaisement. Et M. Reuter l'a dit tout à l'heure, évidemment, la mobilité de l'avenir, c'est aussi essayer d'améliorer donc la qualité de vie. Pour le moment, les réclamations sont doubles. D'une part, donc, une circulation intense et d'autre part, une circulation trop rapide. Et donc, l'histoire de la croissance de la masse de circulation, elle est due évidemment donc, à l'organisation du réseau routier, mais également donc, à la croissance économique. Et en fait, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas totalement. Ce que l'on maîtrise, en revanche, c'est la vitesse dans les localités, vitesse sur les routes. Et le ministre va l'annoncer également. Bien sûr, nous allons veiller également donc, dans les différentes localités de mettre en place des mesures d'apaisement pour réduire, entre autres, la vitesse. Donc voilà ce que je voulais donc répondre à cette question. Alors bien sûr, comme j'ai dit, donc la commune de
Weiler-Latour s'est également manifesté. Le ministre, donc on est conscient. Nous avons également émis un avis et les gens, les habitants ont la possibilité également donc de donner leur avis dans le cadre de la consultation du public et croyez-moi, dans l'évaluation, ce n'est pas une boîte avec des pétitions que l'on va mettre dans un coin. C'est quelque chose que l'on va étudier pour pouvoir émettre un avis. Et ensuite, les réclamations des citoyens également, les différentes objections seront aussi incluses dans cet avis qui sera soumis donc au Conseil du gouvernement. Et s'il y a des réclamations de ce type, eh bien, il est sûr que des décisions seront prises aussi pour pouvoir pallier donc à certains inconvénients au niveau local. Vous avez parlé de qualité de vie, vous avez parlé de la beauté du centre de Espérange, mais pour la qualité de vie, il faut également que derrière Fintange, il y ait encore des forêts où l'on puisse se promener. Et là, le tracé ouest et le tracé est posent problème. Et je me pose la question, vous utilisez de belles paroles, un trait sur papier. Alors, est-ce un trait ou est-ce qu'il y a déjà des concepts sous-jacents pour que la qualité de vie des habitants d'Alzingen, d'Espérange, de Fintange soit garantie pour que ça reste une zone de récréation? Un trait, c'est un trait. Il y a encore une certaine latitude. Des petites adaptations peuvent être faites, 5-10 mètres peut-être, mais pas 100. La qualité de vie au-delà du centre, là vous avez tout à fait raison. L'incidence du trafic, de la rue, devra être prise en compte. Il faudra tenir compte des paysages, voir si c'est dérangeant ou non. Mais je pense qu'il existe déjà de bons exemples et c'est ce que nous allons essayer de faire ici également pour bien intégrer la rue dans le paysage. Et puis, il y a l'effet de morcellement qui se pose également. Maintenant, pour ce qui est de la qualité de vie, vous pensez peut-être au bruit. Là, il y a plusieurs manières de voir la chose. Il faut voir quelles sont les obligations à respecter, parce que c'est ici l'argent du contribuable qui intervient. Donc, il faut bien pondérer le tout. Il faut que la distribution soit équilibrée. Alors, pour nous, ce ne serait pas imaginable de tracer une voie, d'avoir encore des panneaux anti-bruit tout au long. En tout cas, nous allons faire de notre maximum pour bien intégrer cette rue, pour que le paysage qui est particulier, je pense à la vallée de l'Alzette, à Reeserbahn. Ici, ce sera une voie importante. Donc, il faudrait voir comment valoriser le paysage, par exemple, avec une allée d'arbres pour que l'effet brutal de voitures sur le tarmac soit atténué. Donc nous allons faire preuve de sensibilité et de doigté lorsqu'il s'agira d'aménager cette voie. Oui, je ne pensais pas simplement au bruit. Il y en a déjà tellement, le bruit de l'autoroute qui sera élargi en plus, et puis le petit train qui s'ajoutera. En été,
Si vous habitez à Fentange, je peux vous assurer que vous fermez les fenêtres la nuit. Bon, vu qu'il devient de plus en plus froid en été, comme nous le savons, c'est très Ich will intéressant. nur mal nicht Bon, egoistisch je denken ne als veux pas Ganze. maintenant être Für égoïste, mich ist wichtig, insofern mais die Lebensqualität pour geht, moi, la das qualité auf de mein vie Können est am Gebüsch, importante. Et qualité de vie, am cela Lo, ich halte signifie nach Können pouvoir se führen. balader en forêt, Das ist pouvoir so se promener wichtig, dans dass les die champs. Gelegenheit, Et neben der il est important Urzichtau, que cette nicht commune, à irgendwie côté de la nach dem vallée de Heckenhut l'Alzette, oder wo ist du so côté de Hofer, Bonnevoie, wieder so à bei Ovalte également, Können dispose Gehäster encore und de so certains weiter, wo die terrains. Hecken ausgekauft Et haben. enfin, Schön, c'est ich un wollte, terrain, c'est un ich glaube, paysage où il doit encore vielen être Leuten ist possible auch de se philosophisch, promener, de se da kommt aus balader. dem ganz einfach Ça, vor, c'est une es question geht hier um simple que Trüppelfehler. vous posez. Vous parlez des Man guckt natürlich, sentiers dass man pédestres. Trüppelfehler Bien als sûr, des Ökosphäre, sentiers dass man schaut, pédestres, wie geht des man so sentiers herstellen, dass cyclables. Nous trotzdem allons Qualität veiller besteht, à ce que gewährleistet. cette qualité-là soit Ich war préservée. kein großer Philosoph und Peut-être que je suis sagt auf jeden Fall, entrée dass un wir tout petit eine peu dans des Multisphäre, propos dass philosophiques, Sensibilität mais das la große Kader aller Dinge, sensibilité die du du kennst, was wir planificateur est essentielle. merken so, man gucken, dass man die Et vous Sachen avez irgendwie raison, nous verbinden, allons dass veiller man à ce que ces sentiers pédestres, à ce que ces dass man da wirklich so herstellen, liaisons bei soient können préservées pour que les gens Signal. puissent aller se Und wenn promener, prendre le vélo. am Dossier Et dans le Wasserplan dossier, mat de Wähler, il y a un wie man plan sich qui herstellen, reprend dat die les sentiers, les chemins, Hanno vum Meso hier funktionieren, dat das ja wie so mais oft nach Varianten anfänglich ça dépendra également könnt ihr vielleicht die eng des oder variantes. Et puis, Natürlich soll man trouvera-t-on auch l'une ou gesagt, l'autre symbiose Wege wie der West avec sind la ganz l'agriculture, landwirtschaftlich parce sehr que viel tous ces Natur, sentiers, ce das sont auf des jeden Fall gucken, sentiers ou dass des man chemins die agricoles, mais en tout die cas, ce Konzepte sont des tun. éléments que nous allons bien sûr intégrer dans l'APD, l'avant-projet détaillé. Bonsoir, mein Name ist Anne, je viens Je m'appelle Anne, j'habite à Alzingen. J'ai une question qui s'adresse plutôt à Monsieur Reuter. Alors, un contournement, ça va prendre quelques années. Qu'en est-il du réseau des bus? Si je me souviens bien, Monsieur Bausch avait dit qu'il y aurait des modifications du réseau de bus. Ce sera pour quand? Ou alors, est-ce que lundi, on saura peut-être qu'il y aura des bus maintenant vers le Howald? Est-ce que là, on pourra prendre le tram? Est-ce que vous pourrez nous en dire davantage sur le nouveau planning des bus? Merci, madame. Je ne peux pas entrer dans le détail concernant le réseau des bus, mais ce que je puis vous dire, c'est que le nouveau réseau RGTR sera prêt au mois de juillet. Certaines lignes n'ont pas encore été mises en œuvre telles que c'était prévu, mais à partir de juillet, le nouveau réseau RGTR sera prêt. Alors, quelles seront exactement les connexions? Je ne voudrais pas entrer dans des détails et dire des bêtises, mais si vous me laissez vos coordonnées, je peux vous envoyer une réponse ciblée, plus précise, avec des lignes concrètes. À plus long terme, mais ce n'est pas votre question, à plus long terme, et là c'est une proposition aux élus politiques et aux communes, et vous le verrez dans le plan national de mobilité, dans la ceinture suburbaine de la ville. Je pense aux communes d'Espérange, Strassen, Leudelange et autres. La question suivante se pose. Quelle est l'offre de bus qui convient le mieux? Il y a deux possibilités. À Espérange, à l'heure actuelle, il y a des lignes de bus RGTR qui viennent de loin, et puis il y a 101 communes au Luxembourg qui voudraient avoir une ligne directe vers Luxembourgville. Il n'y en a qu'une qui ne le veut pas, c'est Luxembourgville, qui n'en a pas besoin. Alors comment résoudre cela? Pour vous, pour les communes périphériques, ce n'est pas du tout intéressant que de monter dans un bus RGTR pour une distance aussi courte, pour aller d'ici à Bonnevoie. Si maintenant nous comprenons Luxembourgville comme une agglomération, bon, c'est vrai qu'il faudra peut-être changer de mode de transport à un moment, mais il ne faudrait pas devoir transborder ou changer de moyen de transport pour chaque déplacement. Pas possible. Et il y a
un financement important, 30 millions, enfin une somme considérable qui est accordée du ministère à la ville de Luxembourg pour assurer les transports plus loin. Et ça, c'est très intéressant parce que si vous avez une ligne qui passe à travers la ville de Luxembourg et elle s'arrête à Esperange et Alzingen, vous montez dans ce bus et à ce moment-là, les transports publics sont attrayants pour vous parce que vous arrivez à rejoindre facilement Luxembourgville ou le Kirchberg. Ça, c'est à court terme. Mais oui, si vous me laissez vos coordonnées, vous m'envoyez un courriel, je verrai à ce que vous obteniez une réponse précise demain. Y a-t-il d'autres questions? Je ne vois pas d'autres demandes de parole. Ah, un monsieur qui se lève, oui. Je m'appelle De Jong, je suis exploitant agricole, donc je serai impacté. Si l'on regarde la variante Est, pour tous les habitants d'Esperange qui vont se promener, il y a un morcellement à travers les prairies. Pourquoi est-ce qu'une telle variante a été proposée à travers les prairies? Parce que surtout qu'il y a l'autoroute. Et ce n'est pas évident. Esperange a un emplacement particulier et j'espère que la variante ouest ne sera pas construite. C'était une simple remarque en fait de ma part. Mais merci aussi à Pont et Chaussée de nous avoir contactés, d'engager un dialogue entre cette administration et les agriculteurs, mais la balle n'est pas dans notre camp, mais plutôt dans celle des politiques. Merci. Là, je dois réagir. Merci beaucoup, Monsieur De Jong. Et merci également à tous les autres entreprises et exploitants agricoles qui sont prêts à engager un dialogue avec nous. Nous savons tous, quand tout sera fini, ce ne sera plus comme avant. Et ce courage, cette compréhension des entreprises exploitant des familles concernées, là, moi aussi, je tiens à vous remercier parce que il est très important de prendre conscience d'une problématique et de pouvoir la surmonter également. Bonsoir, je m'appelle Denitsa. J'habite à Esperange, route de Thionville, et je vous prie de m'excuser, mais je vais poser ma question en français, bien sûr. Je vous remercie aussi de cet engagement, mais j'ai une question au sujet de la route de Thionville. Évidemment, la pollution sonore de l'air, tout ça, c'est évident, mais je voudrais en fait souligner le fait que c'est assez dangereux parce que, disons que pas tous les conducteurs respectent la vitesse qui est déjà assez importante, à 50 km, ça reste une zone assez résidentielle, enfin, essentiellement résidentielle. Et surtout, la partie la plus étroite, vers les numéros 360, 370, c'est en fait... en plus, il y a des constructions en place et c'est même dangereux de traverser la route. Donc, est-ce qu'il y aura une solution intérim pour limiter potentiellement la vitesse sur ce côté de la route de Thionville? Comme ça, on sera plus à l'aise quand les enfants traversent la rue et éventuellement les conducteurs respectent les feux. Merci. Merci, madame.
J'essaie une fois d'imaginer l'endroit où ça se trouve. Donc ça devrait être à partir de l'église, direction ville, je dirais. Tout à fait, oui. Alors voilà, dans le projet la classification fonctionnelle et de l'aménagement, vous êtes encore dans la zone très apaisée qu'on a prévu d'y projeter. Ça c'est, comment dire, la vue à long terme. En ce qui concerne le court terme, actuellement, il y a les règles, comment dire, du passé qui s'appliquent encore. Et tout ce qui est vitesse, il y a des possibilités d'aménagement, mais qui sont assez restrictives. Les nouvelles règles, donc je dis toujours, aujourd'hui, c'est la fin du passé et le début du futur. Donc les règles actuelles, ce sont les règles qui sont d'application, et si aujourd'hui le code de la route vous dit vous ne devez pas traverser la route quand le feu est rouge, c'est la règle qui est à respecter et selon laquelle nous, on gère toutes ces demandes-là. Par contre, dans le futur, il y aura peut-être plus de feu rouge, donc la règle, elle sera différente. Donc ça, c'est un peu pour vous montrer où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on veut aller avec notamment le plan national de la mobilité 35. Et ce que j'aimerais faire de cet endroit-là, parce que les ponts et chaussées sont très souvent confrontés à de telles demandes d'habitants, de citoyens qui ne sont pas contents d'un comportement pas très civil d'autres citoyens qui roulent vraiment à des vitesses excessives. Et souvent, on a de telles demandes, on a des questions parlementaires, etc. Très souvent, on fait un appel parce que ce n'est pas les ponts et chaussées qui peuvent, à court terme, régler le problème, mais c'est la discipline des gens qui conduisent et peut-être des mesures répressives des forces de l'ordre. Donc c'est un petit appel. Je profite de la tribune que vous nous avez donnée là-dessus, mais c'est un petit appel que j'aimerais faire à tout le monde. Also, viel Platz. Dans beaucoup d'endroits, les gens se plaignent que l'on roule trop vite, mais rouler trop vite, cela pourrait être la faute de l'automobiliste. C'est souvent celui qui est derrière la voiture qui ne respecte pas la réglementation en place. Donc j'aimerais lancer cet appel, le dire devant le public. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, mais je pense que ça vaut la peine de transmettre ce message, plutôt une fois de trop que de moins. Merci, madame, pour votre intervention. Also, mehr gesehen noch kein. Nous ne voyons pas d'autres demandes de parole. La commune n'a pas de questions non plus, pas concernant la procédure. Donc, je suis ravie que nous ayons pu présenter un dossier procédural à la commune et nous sommes d'accord sur la procédure. Tout est affiché maintenant et nous attendons maintenant avec impatience les avis qui nous seront soumis et nous ferons de notre mieux pour que tout avance rapidement. Au nom de l'administration des ponts et chaussées, je vous remercie et je ne suis pas le seul. Je pense que le ministre Bach était parfaitement représenté par Christophe Reuter et je pense qu'il sera d'accord avec moi pour vous remercier chaleureusement.